Bonjour à toutes et tous. Alors, quelques questions sur l'IA en psychiatrie. Alors d'abord, une définition de l'IA. Alors, il s'agit uniquement d'une des définitions, puisqu'on pourrait aussi en donner des définitions sociétales, des définitions en tant qu'objet de promesses scientifiques, mais en tout cas une définition technique de l'IA est qu'il s'agit d'une forme d'apprentissage automatique, par exemple d'apprentissage supervisé ou non supervisé, de modèles issus très clairement des statistiques, notamment non linéaires, traçant une courbe qui n'est pas droite entre l'abscisse et l'ordonnée et différents points, et puis des réseaux de neurones qui sont des modèles mathématiques également, mais constitués à l'image des neurones biologiques, comme neurones en interaction. On le voit sur le petit schéma en haut à gauche avec deux neurones jaunes en entrée. On fait rentrer deux images, par exemple le nez et les oreilles d'un chat, et puis on va faire sortir un point rouge, c'est-à-dire dire c'est un chat. Et puis si on met des images d'oreilles d'un chien et de museau d'un chien, le point rouge de sortie dira c'est un chien. Et puis on peut mettre des couches cachées qui sont en vert ici dans tous les modèles, et puis on peut ainsi comme ça rendre de plus en plus complexes les structures, et on s'aperçoit qu'en fonction de la complexité, du nombre de nœuds, de leurs interrelations, il y aura des résultats différents, et c'est ainsi qu'a fonctionné le deep learning, par exemple des modèles plus récents depuis 2017 comme les transformers qui ont donné lieu au GPT, notamment ChatGPT, qui permet d'encoder, de décoder certains messages de cette manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette définition technique, on peut donner une définition de l'IA en termes de champ scientifique. Par exemple, un éthicien, donc une personne faisant de l'éthique autour de l'IA, fait de l'IA en quelque sorte, et donc il est délicat de dire qu'il ne fait pas de l'IA, ou dit autrement, l'IA est un champ scientifique à part entière, au même titre que la médecine est un champ scientifique et artisanal. Ensuite, il existe une définition en termes de communauté scientifique. Un ingénieur en machine learning aura certaines compétences qu'un scientiste des données, un ingénieur en données, n'aura pas. Il y a une définition également au pied de la lettre. Qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce qu'artificielle, avec des discussions assez lourdes et complexes portant sur l'intelligence qu'on n'abordera pas ici, et également sur le plan de l'artifice. Alors l'intelligence en termes de quotient intellectuel, tel que mesuré en psychiatrie et en neuropsychologie, ne reflète pas vraiment ce qui est défini par intelligence artificielle au sens médiatique du terme. Mais là aussi, il y a de longues discussions sur la définition et la portée de l'intelligence. Et puis, un autre axe de s'interroger sur l'intelligence humaine elle-même qui pourrait raisonner d'une certaine manière en termes de probabilité. Par exemple, en imaginant des formes, puisqu'on les prédit dans le nuage, ces pareidolie, qui sont finalement la probabilité que certaines formes ressemblent à des modèles préconçus et plus généralement que le monde soit un ensemble de projections de nos modèles internes en fonction de certaines probabilités. Et partant d'une définition de ce type de l'intelligence ou de la cognition, voire de la conscience humaine, on peut se demander si l'IA est si différente et finalement réinterroger une forme d'équivalence ou au moins d'analogie qui serait plus ou moins juste. En deuxième point, on pourrait étudier les applications de l'IA pour la pratique clinique. L'IA en pratique clinique, on pourrait extraire 6 points principaux qui permettent de cerner une certaine exhaustivité des applications de l'IA en santé. Premièrement, pour l'orientation des patients, l'organisation des soins, des traitements, de l'administration, par exemple, le triage aux urgences ou le suivi. Et ça se fait à travers de données chiffrées, qu'on appelle tabulaires. Deuxième grand axe d'utilisation de l'IA, les assistants virtuels de téléconsultation, par exemple les synthèses de consultation dans le texte. Un troisième point sont l'utilisation par les robots ou les chirurgies assistées par ordinateur, les prothèses intelligentes à travers des données à la fois de vision et textuelles ou de données. Un quatrième point, l'analyse des données cliniques elles-mêmes, par exemple d'imagerie médicale qui permettent de repérer, comme on peut le voir en dermatologie ou en imagerie, certains facteurs médicaux importants dans la causalité et la symptomatologie. Un cinquième point sur la médecine prédictive, par exemple autour des jumeaux numériques et de la prédiction de données médicales. Et enfin, l'identification de nouveaux traitements, de prise en charge, par exemple, pour screener, modéliser des molécules, des traitements, voire des plans de santé publique, dans un enjeu purement de recherche.
Troisième grand axe d'utilisation de l'IA, eh bien des enjeux éthiques d'humanité, notamment réglementaires, sociologiques. On va prendre l'exemple des biais de genre, éthique, philosophique, politique, en prenant l'exemple de cette économie des promesses, et bien sûr écologique. Alors sur les enjeux sociologiques, eh bien, il y a des données d'entraînement qui, étant biaisées, peuvent refléter des stéréotypes, des inégalités, et reproduire, amplifier des discriminations. Par exemple, quand on demande à une IA, on demandait il y a quelque temps à une IA d'écrire des photos, eh bien, il y avait une description qui était plus cosmétique pour des femmes et beaucoup plus basée sur le statut social pour des hommes. Un deuxième point est qu'il peut y avoir des performances qui sont différentes, notamment en fonction de minorités ethniques, et un point particulièrement important dans le cas de la reconnaissance faciale. Un troisième point sur le renforcement des stéréotypes de genre, comme sur certains assistants vocaux avec des IA qui sont basés sur des voix féminines et qui peuvent renforcer une notion de subordination, de service. Et puis enfin, des inégalités dans l'accès et le recrutement professionnel, puisque l'IA peut être utilisée en milieu professionnel dans la gestion des ressources humaines en fonction de critères eux-mêmes biaisés. Donc il y a une nécessité de diversifier les données d'entraînement, arguments des algorithmes, des équipes de conception. Et bien sûr, toute cette IA, tous ces biais sont amplifiés par les biais de la société. Par exemple, le syndrome méditerranéen, qui va être un des biais médicaux, va pouvoir être amplifié dans les IA qui ont appris sur des données elles-mêmes biaisées. Autre point plus général sur les enjeux éthiques, eh bien, énormément d'axes de travail actuellement sur les biais algorithmiques, par exemple pour discriminer dans les décisions, la vie privée avec des collectes de données personnelles, de consentement pour des informations claires des utilisateurs qui ne sont pas toujours prévenus, de transparence sur comment fonctionne un algorithme, de manipulation puisqu'on influence des comportements en recommandant par exemple des publicités ciblées, d'accès, d'équité, avec l'IA qui est aux mains de quelques entreprises, de sécurité puisqu'il peut y avoir des attaques, des cyberattaques, des fausses informations, d'autonomie puisque eh bien, la capacité à prendre des décisions indépendantes peut être malmenée par l'utilisation de l'IA elle-même au quotidien, et enfin de responsabilité, puisqu'il est difficile de savoir à qui attribuer les torts en cas de dommages causés par une IA. Un autre point peut être d'étudier les enjeux philosophiques, notamment la question de l'identité. À force de percevoir les machines comme intelligentes, conscientes, il y a un brouillage entre cette frontière entre humain et non humain. Une autre question à aborder est celle de l'autonomie. Par exemple, les machines peuvent prendre des décisions, mais alors quel rôle ont les humains dans ces prises de décision? Quelle attribution de la responsabilité, du préjudice? Et puis de transparence. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre, expliquer les décisions? Donc une idée de compréhension, d'explication qui sont largement étudiées en philosophie des sciences. Et enfin de crainte de déshumanisation, notamment comme la santé, avec l'importance du corps, des relations humaines, de la place de l'humain. Troisième point, les enjeux politiques, et prenons l'exemple des régimes des promesses. En fait, faire une promesse permet d'avancer une technologie, et en effet, les promesses sont nécessaires pour que les technologies émergent, et en même temps, ces promesses ne sont pas toujours tenues et concrétisées. En tout cas, pour qu'une promesse tienne, il faut qu'elle soit légitime et crédible. Légitime, il y en a plusieurs types, selon Max Weber. Une légitimité qui est rationnelle parce qu'il y a des règles bureaucratiques, une légitimité qui est traditionnelle, c'est comme cela parce que ça l'a toujours été, et puis charismatique parce que certaines personnes peuvent se mettre en avant. L'IA possède finalement ces caractéristiques de légitimité et en plus elle est crédible, c'est-à-dire qu'il y a une période actuelle dans laquelle l'IA est assez performante pour être crédible aux yeux des utilisateurs. Et enfin, des enjeux écologiques, des enjeux de durabilité, de soutenabilité. Il y a des consommations énergétiques des centres de données qu'on pourrait estimer à 2% de la consommation mondiale d'électricité, soit environ 20 millions de foyers français par an. Des émissions de CO2 qui équivaudraient à 100 allers-retours Paris-New York en avion pour entraîner un modèle, comme GPT-3, qui est déjà ancien. Pour refroidir les serveurs également, comme si 18 millions de Français consommaient de l'eau pendant un an pour refroidir les serveurs annuellement, et puis une gestion des déchets électroniques, par exemple des mines de lithium qui causent également énormément de déchets. Enfin, un quatrième axe d'étude peut être la question du raisonnement clinique et du raisonnement en IA, qui ont un certain parallèle.
on peut voir que le raisonnement clinique se construit en prenant des variables, les priorisant, les labellisant de manière plus ou moins fine. Eh bien, on peut faire pareil en IA. Donc là, dans ces 3 colonnes, c'est ce qu'on a fait, de comparer le raisonnement clinique de l'IA et même celui de l'ingénieur qui crée l'IA. Et tout ça dépend aussi d'un modèle de compréhension, comme des modèles finalement d'IA, de guidelines, d'intuition, même de prise de risque, des modèles qui prennent plus ou moins des risques, d'une température, on pourrait dire, qui sont entraînés, comme le médecin, comme le clinicien, et qui sont utilisés dans différents contextes, notamment non contrôlables. Et en même temps, eh bien, les cliniciens ne raisonnent pas toujours de manière purement descriptive, en comptant les symptômes, comme ici, troubles du sommeil, anxiété sociale, obsessionnelle, vécu de l'enfant, donc on les compte et on ferait un diagnostic. Il y a parfois un cadre beaucoup plus interprétatif. Par exemple, l'adolescent de 16 ans qui perd de l'intérêt pour ses activités habituelles, des changements des habitudes alimentaires, il y a de la dépression, contexte familial complexe. En fait, ce côté interprétatif nous fait dire qu'on va plus vers un tableau de TCA, même si le symptôme lui-même alimentaire reste minoritaire dans cette description. Il y a une interprétation qui nous fait dire que, sans doute, le tableau alimentaire pourrait constituer un hub assez central. Et enfin, eh bien, un point de vue encore plus phénoménologique, puisque dans ces descriptions, dans nos grandes revues, on peut décrire la dépression comme quelque chose eh bien, d'une expérience interpersonnelle qui nous déconnecte des autres, qu'on n'est plus immergé dans un monde familier et qu'on est ainsi perturbé dans notre expérience du monde. Eh bien, au moins ces 2 points interprétatifs et phénoménologiques sont très difficilement captés par l'IA et nous en éloignent encore en tant que clinicien. Voilà, merci pour votre attention.